Hello, I'm Bill Gates. On avait le GIPN, voiture blindée, gyrophare, etc. On s'est fait remonter les bretelles par Bill Gates parce qu'on ne l'avait pas assez utilisé. D'ailleurs, ni Bill Gates ni Steve Ballmer n'ont fait de mariage à Venise comme Jeff Bezos. C'est pas le style. Et donc je me suis dit, si je bouge pas maintenant, je bougerai plus. Ce qui t'a amené par la suite à écrire un livre, Le jour où j'ai quitté Bill Gates. Il y a toute une vague d'investissements massifs avec des acteurs qui vont peut-être disparaître demain. Rien ne dit que les LLM ne seront pas commoditisés demain. C'est pas très populaire en ce moment, mais moi je serais presque fédéraliste européen. Je suis dans la tech. Et quand on me parle de souveraineté, ça me fait rigoler. On sera dans la position de l'esclave qui doit choisir son maître. Les US ou la Chine. Exactement. Bonjour Oscar, bonjour Christophe, merci d'être venu pour ce premier épisode de Signum. Alors pour remettre un peu notre audience dans le contexte, tu as été notamment l'ancien CEO de Microsoft France, puis d'Altran, ce qui t'a amené par la suite à écrire un livre, Le jour où j'ai quitté Bill Gates. Alors aujourd'hui on va te poser beaucoup de questions sur ta vie, mais on va aussi parler de signaux. Pour nous, un signal c'est quelque chose qui se capte, qui peut être fort, à la fois faible et frontal, et qui va permettre de changer le cours d'une vie, de changer le cours d'une trajectoire. Et pour nous, ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est d'aller comprendre les signaux que tu as captés, que tu as renvoyés et comment ça a impacté ta vie autour de toi, sur ta vie professionnelle ou ta vie personnelle. Merci beaucoup Thomas, bonjour Christophe. On avait déjà une question par rapport à ta vie. Donc ton livre a beaucoup impacté notre génération, les gens qui commencent leur carrière. Donc tout simplement, quel a été le signal qui a fait que tu es rentré chez Microsoft ? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous remercier tous les deux de m'inviter et je suis honoré d'inaugurer ce podcast Signum. Alors ta question était quel est le signal qui m'a fait rentrer chez Microsoft ? C'est un signal finalement au départ qui était une insatisfaction par rapport à la start-up où j'avais démarré en sortant de Télécom, où les choses se passaient correctement, mais où je sentais que je ne pouvais pas me développer vers une activité commerciale qui était celle que je souhaitais faire. Et à cette époque, la façon dont ça se passait, c'est qu'on allait dans des salons de recrutement qui étaient ouverts le week-end, parce que les gens, il y avait peu de moyens de communication finalement en dehors du téléphone fixe et d'aller se rencontrer sur place. Et donc finalement, je suis allé à un salon et de fil en aiguille, on m'a proposé via une agence de recrutement de connecter avec Microsoft. Mais je dirais que ce qui m'a convaincu d'aller chez Microsoft, c'est j'étais pas un geek, c'était le début de la micro-informatique. Il faut bien voir que quand je suis rentré chez Microsoft en 1988, c'était le tout début du personal computer, de l'ordinateur personnel, que c'était l'heure du Minitel en France et que voilà, Microsoft commence à émerger mais n'était absolument pas connu. D'ailleurs, quand j'ai dit à mes parents que j'allais passer les interviews chez Microsoft, ils m'ont fait répéter 2 ou 3 fois le nom, totalement inconnu. Ça paraît effectivement bizarre aujourd'hui, c'était bien le cas. Et en fait, moi, j'avais un diplôme d'ingénieur, mais j'étais pas un geek, j'étais pas très technique et j'avais réussi à naviguer pour éviter de faire trop de développement informatique. Ça m'intéressait pas forcément, donc j'ai été plus intéressé par l'impact des technologies sur le monde et puis la fonction de commercial m'intéressait. Mais la raison pour laquelle je suis rentré chez Microsoft, c'est que j'ai rencontré des gens passionnés, des gens qui me donnaient envie. Microsoft avait une devise à l'époque, qui était celle de Bill Gates, « A computer in every home, a computer on every desk ». Donc, un ordinateur dans chaque maison et sur chaque bureau. Ça paraissait très, très, très révolutionnaire à l'époque. Mais il y avait cette vision et cette énergie, cet enthousiasme de gens jeunes qui avaient envie qui partageaient ça, c'était très communicatif. Je me suis dit, c'est une aventure sympa, je vais être au cœur d'une nouvelle industrie et j'ai envie de rejoindre. Et de ce point de vue, je n'ai pas été déçu parce que il faut de la chance. Je rentrais chez Microsoft, rien ne pensait que l'entreprise allait faire un tel parcours. Donc tu es en fait rentré dans une start-up parmi tant d'autres et c'est la mission qui t'a plu dans... La mission et la passion et l'énergie communicatrice des gens qui m'ont recruté, des 3-4 personnes que j'ai rencontrées. Ce n'est pas les 13 entretiens pour
le BCG ou Amazon. Hein. C'était le chef du chef et le DG. Voilà, terminé, et on recrute. Mais néanmoins, voilà, je sentais ça et j'avais envie de participer à l'aventure. Et je pense qu'en termes de recrutement, voilà, je pense que quelqu'un qui rentre aujourd'hui chez OpenAI, c'est un peu la même chose. Il se dit, je rentre dans un truc, ça va bouleverser le monde et c'est quand même sympa. En règle générale, je sais que dans les startups, moi j'en ai eu l'expérience, tu arrives et tout de suite tu es dans le bain, il faut être opérationnel. Les débuts se sont passés comment chez Microsoft? Peut-être que tu avais un ordinateur déjà. On m'a donné un ordinateur avec Windows et il fallait être très patient pour l'utiliser à l'époque parce que Windows 2 sur un logiciel MS-DOS, c'est des trucs vieux, mais bon, ça ramait. Et tu découvrais je découvrais la micro-informatique parce qu'à l'époque, moi, je travaillais sur l'informatique à l'époque, c'était des terminaux, texte connectés à des gros ordinateurs dans des centres informatiques. Et là, c'était un ordinateur sur le bureau, mais bon, Windows, il fallait s'en servir. Mais la chose qui m'a surpris le plus au début, c'est qu'on m'a dit ici, on fait pas de mémo, machin, tout est par mail. Mais ça paraissait. J'ai dit, c'est quoi mail? Et on m'a dit, c'est de la messagerie électronique. On se communique par messagerie électronique. Alors j'ai dit, ah bon, ok, c'est comme un téléx, quoi, tu vois. Et donc on m'a dit, oui, enfin, sur l'ordinateur et tout. Et alors on m'a dit, toi, t'es Chris A. Donc ça veut dire que j'étais quand même parmi les premiers chez Microsoft parce que des Chris, il y en a beaucoup. Avec la lettre A en nom, j'étais Chris A. Et ce qui veut dire que j'étais effectivement, on était une 50aine en France, 2500 dans le monde, c'est-à-dire 100 fois moins qu'aujourd'hui. Et voilà, j'avais ce pseudonyme, Chris A, mais il y avait Bill G, il y avait Steve B, et tout ce beau monde pouvait communiquer ensemble. Et surtout, ça donnait un avantage par rapport à toutes les entreprises en général, parce qu'on allait très vite dans les décisions, etc. Parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, mais ça vous paraît incroyable, mais dans les boîtes, on voulait faire une information, on imprimait un mémo, il était copié. Il y avait des gens qui se baladaient avec des chariots dans les couloirs et qui distribuaient dans des enveloppes à trous pour voir qu'il y avait bien un mémo dedans, dans les bannettes in, les bannettes out, et toute l'information circulait comme ça. Donc, il n'y avait pas de vidéoconferencing. Ça me paraît tellement dingue, mais c'était il y a 35 ans. Donc, voilà. Donc, je suis rentré dans un monde tout de suite très digital. Dans une entreprise qui avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une énergie, une envie d'avancer, une vision, un alignement entre depuis la tête jusqu'à l'exécution, et puis la chance de l'industrie où finalement, voilà, on se frottait un peu les yeux chaque fin de mois en regardant le chiffre d'affaires qu'on avait réalisé parce que c'était quand même des années de croissance formidables. Notamment là, toutes les années 90 où quand vraiment Windows est rentré, est devenu beaucoup plus performant, que les ordinateurs personnels se sont déployés d'abord dans les entreprises et qu'ils ont finalement été un instrument de la globalisation, avant aussi d'être évidemment dans les foyers, à partir du moment où il y a eu la connexion Internet, etc. Et donc, par la suite, tu as évolué chez Microsoft, tu as notamment pris la décision d'aller en Asie. Tu as eu cette opportunité-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, là j'avais un signal fort peut-être, puisque j'avais d'abord un désir de continuer à progresser dans l'entreprise. Comme je dis, dans une carrière, il faut des compétences, il faut faire ses preuves, mais il faut aussi de la chance. On a tous autour de nous des gens qui, à un moment donné, si je puis dire, dans le micro, la fenêtre s'ouvre ou ne s'ouvre pas. Et donc, il faut savoir aller saisir les opportunités, en être évidemment digne et délivré. Mais il faut que les opportunités se présentent. Donc, pour moi, chez Microsoft, je suis rentré en tant qu'ingénieur commercial en vendant des licences OEM aux constructeurs. Et puis, en 91, ils ont décidé de se lancer dans le B2B, c'est-à-dire de vendre des logiciels aux entreprises. C'est parce qu'au début, Microsoft vendait essentiellement aux constructeurs d'ordinateurs. Et après, ils vendaient aux entreprises avec notamment le lancement de Windows Server, enfin tout un tas de produits pour les grands. Mais la boîte ne savait pas s'adresser aux directeurs informatiques, etc. Donc moi, comme j'étais ingénieur et qu'il y avait essentiellement j'étais un des rares à avoir un background d'ingénieur, on m'a dit toi, tu es un peu plus technique, tu vas pas parler avec les DSI, donc tu vas monter le département grand compte. Et donc, j'ai démarré de zéro et j'ai recruté des gens. J'étais chercher des gens chez HP, chez IBM, qui avaient de l'expérience, qui avaient 10 ans de plus que moi et qui savaient parler à des directeurs informatiques. Donc, j'ai énormément appris des gens que j'ai recrutés. Alors, et j'en tire d'ailleurs une leçon qui était toujours de recruter des gens plus forts que soi.
Ça, c'est possible quand on est dans un environnement managérial très sain. Parce que quand vous recrutez des gens bien meilleurs, au bout d'un moment, ils se disent, bon, d'abord, il faut bosser beaucoup parce qu'il faut arriver à catch-up, si je puis dire, et être capable de soi aussi, de rendre son rôle de manager. Moi, je connais, déjà à l'époque, j'étais vraiment... J'avais déjà, ça faisait 3-4 ans que j'étais chez Microsoft, ce qui était déjà une grosse antériorité à l'époque, et la boîte grandissait beaucoup, donc je connaissais bien les rouages et j'avais, je pense, une valeur ajoutée aussi dans la capacité de compréhension de la stratégie de la boîte et puis dans le fait d'aider ces gens à évoluer dans l'entreprise. Mais bon, j'ai dû énormément travailler voilà, pour absorber toutes les compétences que j'apprenais aussi des personnes qui travaillaient pour moi. Et j'avais aussi un environnement managérial de confiance, voilà, où vraiment tout le monde cherchait à progresser. Et puis de toute façon, les gens que j'ai recrutés, peu de temps après, ils sont devenus managers aussi. Parce que alors j'ai d'abord recruté quelqu'un sur la banque, puis après, on a recruté 5 commerciaux sur la banque, donc il est devenu responsable de la... Donc finalement, c'était un moment où finalement l'entreprise, elle grandissait sous les personnes qu'elle recrutait, si je puis dire. Donc c'est ça, c'est des périodes incroyables. Et donc j'ai monté l'équipe grand compte et je me suis retrouvé effectivement directeur commercial grand compte de Microsoft en 96. J'étais au comité de direction et c'est-à-dire 8 ans après avoir rentré chez Microsoft. Et là, j'ai monté voilà, donc des agences commerciales, finance, public secteur, etc. Un grand classique, des ingénieurs avant-vente, des ventes solutions, du conseil. Et ça faisait 70 personnes. Mais je me disais, bah voilà, ça marche bien, tout va bien. Maintenant, moi, je verrais bien l'étape d'après, qui est d'être DG de la filiale. Et pour moi, c'était un job de rêve. Je me disais, français, patron de Microsoft, en France, j'adorerais faire ça. Mais le signal très direct que j'ai reçu lors d'une review, c'est de me dire, ah, mais Christophe, tout à fait, mais là, tu n'es pas tout à fait prêt, le leadership, le truc, il faut que tu t'affirmes. Et il m'a dit, il faut que tu attendes 5-7 ans. Alors, bon, ça paraît complètement dingue aujourd'hui. Déjà, quand on dit 7 mois à un Gen Z, il a peur. mais là, 5-7 ans. Mais même moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, Attends, c'est long. Ouais. je me suis dit, on me dit ça, puis on sait très bien que peut-être la fenêtre s'ouvrira pour quelqu'un d'autre. Il rentre, puis après, c'est fermé pour 5 ans. Donc, je me suis dit, bon, j'avais pas eu envie de quitter l'entreprise. Et à ce moment-là, j'ai fait un choix audacieux qui était le choix de ne pas aller à Seattle, là où c'était le choix naturel qui est d'aller au headquarter, quartier général, on trouve toujours un job. Mais déjà, à l'époque, je trouvais ça un peu bureaucratique. Mais même parce que c'est des gens qui sont là, qui demandent des reporting tout le temps, qui envoient des mails, qui les forwardent, mais on ne sait pas trop à quoi ils servent. J'exagère, mais c'est vu du terrain. Vu du terrain, on regarde le headquarter, à part les big boss, toutes les strates intermédiaires, de temps en temps, on dit, bon, il y a beaucoup de gens là-dedans. C'est Microsoft. Mais ça sont toutes les boîtes. Hein, on crée de la bureaucratie quand on grandit. J'allais te dire, du coup, t'es arrivé dans une start-up et t'as vu la start-up mourir petit à petit vers une sorte de machine de guerre. Voilà. Alors, elle est pas, on peut pas dire mourir. Elle a bien évolué. Elle aurait pu, mais bon, il y a eu un peu de bureaucratie. Mais bon, je veux dire, la bureaucratie chez Microsoft, ça n'a pas grand-chose à voir avec. Mais néanmoins, en tant qu'homme de terrain, personne de terrain me disait, je me vois pas dans des bureaux à Seattle. Bon, et donc j'ai fait le choix de devenir Chief of Staff du patron Asie, donc de prendre un job de single contributor, donc sans management. Il faut bien voir qu'à 35 ans que j'avais à l'époque, 37 ans, 36 ans, on a managé 70 personnes, on est directeur commercial en France, et du jour au lendemain, vous dites à vos équipes, allez, je m'en vais, tout le monde pense, tu es promu à l'Europe, au headquarter européen, au headquarter mondial à Seattle. Ah non, je vais faire chief of staff du patron Asie et plus de management. Et ça, alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins choquant, mais à l'époque, les gens me regardaient comme un dingue en disant, mais tu flingues ta carrière. Ouais. Mais parce que le chief of staff aussi, c'est un peu un mot fourre-tout. Est-ce que tu n'étais pas plutôt le numéro 2 ou... Ça s'appelait pas chief of staff déjà. À l'époque, c'était une sorte de... Ils appelaient ça general manager, business development. Bon, okay. J'étais pas le numéro 2, mais j'étais vraiment plutôt un bras droit du patron Asie que je connaissais parce qu'il était mon homologue plus ou moins en Angleterre 2-3 ans avant. Il était parti, il était venu patron de l'Asie. Donc, mais j'ai perçu d'abord un peu d'envie d'expatriation, de choses un peu challenging. Et la deuxième chose, c'est de me dire, je vais apprendre beaucoup parce que j'étais dans un rôle de direction commerciale et ça épuise un peu. Quarter après quarter, on est
on est constamment remis en cause, on est constamment voilà, you are as good as your last quarter, si je puis dire. Et donc le prochain, s'il est mauvais, bah voilà, donc même si Microsoft avait une culture absolument pas sauvage comme certains et avait une tolérance, voilà, au fait que voilà, on pouvait se réaméliorer, on pouvait avoir un passage à vide, mais malgré tout, bon, il y a quand même une exigence et une pression constante. Et je m'étais dit bon, bah effectivement, ils ont raison. Si je veux devenir DG de la filiale, il faut que je progresse. J'avais pas forcément de bonnes notions marketing, stratégique. Je me suis dit en me mettant hors du management quotidien, de la pression opérationnelle, je vais pouvoir apprendre. Et aux côtés d'un gars que je respectais beaucoup, je me suis dit, et qui m'a confié tout de suite beaucoup de missions de restructuration des équipes grands comptes en Chine. Je me souviens de lancer un programme de satisfaction client, de faire des programmes de lutte contre le piratage, des choses qui étaient très qui étaient en dehors de ce que j'avais fait précédemment. Et donc, dans mon petit curriculum à Tokyo, je suis allé pour la première fois de ma vie en Asie. Ah, tu découvrais l'Asie en plus. Tu vois, je suis voilà, je suis un enfant de la province, de la classe moyenne supérieure, mais voilà, j'allais en vacances à La Baule. Je suis allé à Paris pour la deuxième fois de ma vie pour passer les oraux. Donc de concours. Donc j'étais pas du tout parisien, international. J'avais jamais fait un séjour linguistique. Enfin, Okay. c'est une autre époque. Et donc je suis parti avec ma femme et ma fille à l'époque, qui avait 4 ans, pour choisir l'appartement à Tokyo et déménager là-bas. Et en fait, je me souviens très bien que lors du pot de départ chez Microsoft, quand j'ai dit que je partais, bon, je me regardais bizarrement et il me saluait. J'ai l'impression c'était les condoléances. Et puis finalement, bah, là-bas, ça a été formidable parce que d'abord, j'ai eu un boss qui m'a beaucoup tiré vers le haut, qui m'a donné beaucoup d'expositions. Et puis c'est des jobs où j'avais senti ça aussi. Quand Bill Gates venait à Tokyo, ou Steve Ballmer, qui était le numéro 2 à l'époque, bah, je les briefais, j'ai été dans la voiture avec eux, donc on établit des relations. Et quand mon boss allait à Seattle, disons, présenter les résultats de l'Asie, il m'emmenait dans les bagages. Donc, j'étais exposé à tout le management. Donc, ça m'a donné une vraie bonne occasion. Et qui fait que d'ailleurs, 18 mois après, on m'a dit « Ah, il y a un problème à Singapour. On a besoin de quelqu'un pour diriger l'Asie du Sud. » Donc, on a déménagé. On est parti à Singapour. Et ma femme était enceinte à l'époque et mon fils est né à Singapour. Et effectivement, on débarqué à Singapour. Et là, j'avais un vrai job de patron, parce que je gérais 7 filiales, l'Inde et toute l'Asie du Sud-Est, 600 personnes, 300 millions de chiffre d'affaires, et puis surtout un business qui était quand même très, très loin de Seattle. À l'époque, il n'y avait pas ces vols directs, et quand les Américains allaient en Asie, ils s'arrêtaient à Tokyo, à Séoul, à Shanghai, à Pékin, à Hong Kong. Avant qu'ils arrivent jusqu'à Singapour, ils étaient déjà repartis, la semaine était passée. Et puis, il y a des petits business, en fait. J'avais des petites filiales. Donc, c'était intéressant parce qu'en termes de développement de leadership, ça a été un bon terrain de jeu. J'ai pu tenter des trucs, me risquer à faire des choses. Personne n'était sur mon dos. Et puis voilà, j'ai pris conscience d'un truc important sur le leadership. Parce que finalement, j'avais un certain... parce que pour une boîte comme Microsoft, les leaders, c'était Bill Gates, Steve Ballmer, donc on se dit, je ne pourrais jamais leur ressembler. Tu vois, donc, Bill Gates, bon, pas l'intelligence, etc. Et Steve Ballmer, le côté très vocal, etc., mais tout en étant quelqu'un en fait de très fin. Mais bon, avec grosse voix, et donc, moi, je ne peux pas mettre 90, je me suis dit, bon... Et en fait, j'ai compris au travers d'une formation qu'on a fait d'ailleurs avec un consultant remarquable, qui nous a fait travailler sur le leadership. Et en fait, la conviction, c'était finalement, un leader, c'est quelqu'un qui se connaît bien. D'accord. Et donc, il nous fait travailler sur nos valeurs personnelles. On dit, on se fout des valeurs de l'entreprise. Quelles sont les valeurs personnelles? Alors, il nous donne 50 valeurs. Enfin, on peut même en choisir nous-mêmes. Alors, je sais pas, spiritualité, famille, innovation, je sais pas, sport. Enfin, bon, puis après, il dit choisissez 10, puis 5, puis 3. Et après, construisez un speech de leadership autour de ces 3 valeurs. Et c'est un exercice assez intéressant parce que ça force à exprimer qui on est, et même dans sa relation avec ses équipes. On n'est pas là en train d'essayer d'être juste le porte-parole des valeurs de l'entreprise, mais on explique la façon dont on est nous-mêmes, quel est notre cadre. Et à partir du moment où on a exprimé ses propres valeurs, on a expliqué la façon dont on veut que ça fonctionne, après, c'est très facile parce qu'on a juste à être nous-mêmes.
On n'a pas essayé Ouais, tu d'être joues un pas autre. un rôle. Et en fait, on peut exprimer un leadership, y compris en parlant doucement, en parlant peu, en parlant différemment. Enfin, il y a différents styles, mais on peut créer vraiment de l'adhésion indépendamment. Et ça m'a beaucoup décomplexé, en fait. Donc, cette expérience-là était très positive. Et puis, finalement, le truc incroyable qui est arrivé, c'est que 18 mois après, on me rappelle, on me dit, bon, il y a un problème en France. On voudrait que tu reviennes diriger la filiale française. Et donc, moins de 3 ans après être parti, alors qu'on m'avait 17 ans, j'ai débarqué en France pour être le Donc patron. le signal t'a fait gagner 4 ans. Ouais, exactement. Il faut savoir les écouter. Et, celui-là, il était assez direct. Hein. Mais en l'occurrence, sur les signaux, je pense que c'est très intéressant votre titre. Et c'est vrai qu'il y a les signaux forts auxquels souvent on doit réagir vite. Et puis il y a des signaux faibles qu'il faut surtout identifier et il faut réfléchir, est-ce que ce signal faible est du bruit ou un vrai signal faible? Et Microsoft est en termes d'entreprise, une entreprise qui, je pense, est un très bon exemple de savoir qui a su, pas toujours, mais qui a su, en tout cas quand on voit le track record, globalement, elle a très bien su écouter les signaux faibles. Moi, je l'ai vécu au moment où on était en pleine ascension avec Windows hein, et on était inarrêtable parce que les PC envahissaient les entreprises, les foyers et donc les logiciels Microsoft avec. Donc la croissance était exponentielle. Et où est arrivé? Et là, Bill Gates avait écrit à ce moment-là les autoroutes de l'information. Donc il avait préfiguré l'Internet, enfin, ou en tout cas le fait qu'il voulait connecter tous les Windows du monde. Donc il avait déjà cette idée. Donc ils avaient créé une idée de Microsoft Network avec un nom de code, je ne sais plus quel il était. Bon, bref. Et toute la boîte travaillait là-dessus, c'était un projet. Et en fait, quand Internet est arrivé, au début, beaucoup de gens dans les équipes de développement ont dit bon, oui, non, bon, Internet. Puis tu as beaucoup de directions informatiques qui étaient vent debout. Moi, j'étais à un séminaire du SIGREF à Opio, où j'étais directeur commercial à l'époque de Microsoft en 95, où les directeurs informatiques disent jamais on ne connectera un système d'information à Internet. Jamais. Ça nous rappelle quelque chose aujourd'hui. C'est un peu comme les gens disent, on mettra jamais ChatGPT Oui, exactement. voilà, bon après et donc ce qui est intéressant, c'est que Bill Gates, il a vu ça arriver et il a débranché le projet de réseau privé finalement en disant: «On va basculer toute la boîte sur internet. On va embrasser», pour employer le terme anglais, l'internet. On va devenir les meilleurs avocats de l'internet et ça, c'est pas facile à faire quand on est dans une situation dominante. Écouter les signaux faibles, on peut très vite être aveuglé par son succès et être sourd à tous les signaux qui apparaissent. Donc, garder cette lucidité dans la réussite, de savoir identifier et en tout cas ils sont pas tous intéressants, mais de les écouter et de les prendre au sérieux pour se remettre en question, qui est à mon avis un facteur clé de réussite, dans une mise en question permanente, de jamais s'endormir sur ses lauriers, au parfois au prix d'une certaine paranoïa, mais je pense que c'est une des caractéristiques des entreprises qui traversent ces ruptures technologiques. Et donc là, tu parlais de ton exposition à Bill G Ouais. et Steve B, justement, Ouais. quand tu te retrouves à la tête de Microsoft France. Ouais. J'imagine que tu as pu peut-être les côtoyer. Quelle était la culture entre le top management qui était aux États-Unis, peut-être s'ils venaient en France quelle était la nature de vos relations à ce moment-là? En fait, ce qu'il y a de caractéristique chez les 2, c'est que d'abord la première chose, quand on côtoie des gens, mon expérience d'avoir côtoyé, puisque en fait, effectivement, dans un job de directeur général de la filiale, mais c'était le cas aussi quand j'étais en tout cas en France, c'est que quand Steve Ballmer ou Bill Gates venaient à Paris, en général, c'était un tour d'Europe. Ils passaient une journée, ils arrivaient à 9h ou 10h du soir, au Bourget et on les remettait, Et t'allais les chercher? à 8h le lendemain, j'allais les chercher. Bon, puis avec, les attentats, des tours jumelles et tout, on avait le GIPN, voiture blindée, gyrophare et cetera. Donc c'était assez impressionnant et c'est vrai que, oui, finalement, on les récupère. On a effectivement préparé avec les assistants, les meetings, mais eux se considéraient, et c'est ça qui est fabuleux, comme au service de l'entreprise. C'est-à-dire que je suis une ressource. Une fois, on s'est fait remonter les bretelles par Bill Gates parce qu'on ne l'avait pas assez utilisé.
On n'avait fait que 12 rendez-vous dans la journée, peut-être, je ne sais pas. Mais fallait utiliser au maximum le temps. S'il y avait un transfert en voiture, qu'est-ce qu'on fait dedans? On met un journaliste des Échos et on fait une interview. Si on fait... Enfin, il fallait que ce soit optimisé pour que la ressource soit la plus valorisée possible. Ça, c'est la première chose. Et donc, il y avait une grande dedication, pour parler français, à l'entreprise, y compris des dirigeants. C'est-à-dire pas dire, ah bah tiens, je vais jouer au golf ou toi. Et d'ailleurs, ni Bill Gates ni Steve Ballmer n'ont fait de mariage à Venise comme Jeff Bezos. C'est pas le style. C'est un style très travailleur, très exigeant. Bill Gates souvent disait, et notamment quand on parle de signaux, il disait souvent bad news should travel fast. Donc, sous-entendu, il m'a dit 2 ou 3 fois, ouais, quand je vois tous ces mails de Cocorico, on a signé tel contrat, on a signé ça, je me dis, mais quels sont tous les mails que je ne vois pas sur les affaires qu'on a perdues? Alors, donc, parfois, la boîte avait un peu de mal à savoir célébrer ses succès. Après, ils ont changé parce qu'ils se sont rendus compte, quand la boîte a grandi, qu'il fallait être un peu plus peut-être gratifiant pour les succès qui étaient faits. Mais au début, c'était vraiment comme ça. Il y avait une exigence. Donc, je l'appliquais à moi-même. Donc, être une ressource. 2, l'autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point ils avaient une largeur de compétences et une profondeur. Depth and breadth, si je puis dire. C'est-à-dire une largeur de compétences, c'est-à-dire qu'à la fois, finalement, Bill et Steve, alors Bill un peu plus technique peut-être, Steve un peu plus commercial, mais globalement, on pouvait les emmener voir le président de la République ou un Premier ministre, ils avaient une discussion, voilà. On pouvait les emmener voir un CEO d'une grande banque. On pouvait les mettre sur un paperboard devant des architectes informatiques à être challengés. On pouvait les envoyer dans un amphi à la Sorbonne avec des étudiants, faire une conférence de presse, faire un town hall avec toute la boîte. Et donc, c'était cette capacité à parler à différentes audiences, à différents niveaux et à discuter de problèmes extrêmement complexes. Donc, moi, j'ai toujours été impressionné par la et puis bon, les 2 avaient bon, Bill Gates avait un côté, un peu plus intense, un peu plus, parfois soupe au lait ou je sais pas comment dire, pas soupe au lait, c'est pas le bon, moody en anglais, c'est-à-dire parfois il pouvait être de mauvaise humeur, donc fallait le prendre avec des pincettes, mais bon, donc et puis il était évidemment très impressionnant parce que déjà, bon, c'était l'homme, il était très connu et cetera, donc mais bon, beaucoup d'humour et bon, on y arrive toujours, mais c'est un et puis bon, c'est aussi fatigant ce rythme de vie qu'ils avaient et puis, Steve, lui, il était plus tactile, plus, Rentre dedans rentre presque, non? dedans, Ouais. mais très sympa, très chaleureux, et tu vois? Enfin, vous voyez, l'autre chose, c'est que, c'est des gens qui confondaient pas le message et le messager. C'est-à-dire que, moi, j'ai emmené, Steve Ballmer se faire engueuler, au SIGGRAPH, parce que Microsoft avait des pratiques commerciales qui énervaient les grands comptes. Ils avaient décidé à un moment menacé de boycotter. Enfin, ça avait été une crise que j'avais eu à gérer. J'avais demandé un peu de marge de manœuvre pour gérer le truc. J'avais réussi et j'avais dit à Steve: «Bon, on va aller voir les gens du SIGGRAPH, ça va pas être sympa». Il me dit: «Oui, oui, je sais, pas de problème, je suis là pour ça» et donc on se prend plein la gueule d'un client ou d'un groupe de clients, il aurait pu se retourner vers le DG en disant: «Bon, bah, je le vire et puis je mets quelqu'un d'autre». Mais et donc voilà et donc il fallait quand même un certain, il y a tellement de boîtes où quand un dirigeant vient, on essaie juste de lui montrer des gens sympas qui vont dire des trucs, positifs, alors que non, il y avait une exigence de y compris montrer ce qui n'allait pas et c'est aussi ça qui fait que la boîte fonctionne. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les 2 personnes. Et du coup, par rapport à ça, tu étais déjà DG quand il y a eu l'explosion de la bulle internet. Et déjà, en termes de signaux, est-ce que vous l'avez, un peu anticipé et comment tu as géré, toute cette tempête? En fait, ça a pas été vraiment une tempête pour Microsoft, de façon aussi étonnante que ça puisse paraître, parce que Microsoft, au moment de la bulle dot-com, Microsoft apparaissait ringard. Puisque toute la vague dot-com, c'était, je crée des boîtes, avec des sites internet et je vais essayer de capter ce qu'on appelle eyeballs, donc des paires d'yeux qui vont, et je vais développer de nouveaux business models basés sur, l'advertising, les clics, enfin tout ça et Microsoft était très en dehors de ce monde-là et était perçu presque un peu ringard, comme je le disais et donc finalement,
À ce moment-là, l'action Microsoft a monté, mais pas de façon délirante du tout. C'était très raisonnable. Si bien que quand la bulle Internet a explosé, ça a été un carnage pour tout un ensemble d'entreprises. Tu as des boîtes, là aussi, il ne faut pas avoir raison un quart d'heure trop tôt dans l'innovation. Tu avais une boîte aux États-Unis qui s'appelait Webvan, qui avait été financée, qui est en fait un système de delivery à domicile. Mais bon, voilà, elle a été financée massivement, mais c'était pas prêt. Aujourd'hui, ces choses-là existent. Il y a plein d'entreprises qui avaient eu raison un peu trop tôt, Qui n'avait pas senti l'époque. ou parce que l'infrastructure Internet n'était pas encore là, le haut débit n'était pas là. Il faut souvent qu'il y ait un alignement de planète entre des infrastructures, des solutions disponibles et des usages. Et quand ça s'aligne, ça fait des boîtes exponentielles. Mais Microsoft était un peu en dehors de ça et s'était plutôt positionné comme fournisseur. Des D'accord. serveurs, fournisseurs. Alors, il y avait déjà un peu d'open source qui gratouillait, mais disons que quand même, globalement, beaucoup de serveurs Internet, c'était des serveurs que j'avais fournis. Mais ceux qui s'étaient beaucoup engagés autour de ça, c'était surtout des Sun Microsystems, des gens comme ça qui ont énormément souffert au moment de la bulle Internet. Donc, pour nous, pour Microsoft, ça n'a pas du tout été un moment, je dirais, qui a été dur, ce moment-là. Ça a été dur pour tout le monde parce que l'économie, évidemment, a été mal. L'année 2001, moi, quand je suis rentré en France, c'était en 2001, ça a explosé à ce moment-là. Ça a été difficile, mais bon, comme on faisait beaucoup de startups aussi faisaient leur chiffre d'affaires essentiellement avec la Silicon Valley et les startups. Donc, quand les startups ont disparu, elles n'avaient plus de chiffre d'affaires. Si tu veux, aujourd'hui, quand on regarde l'IA générative, il y a des parfums de bulles du même type qui existent. Euh, la différence peut-être, c'est que les usages sont déjà là. Il n'y a pas un énorme décalage entre les usages et les financements. Il y en a beaucoup, au sens où il y a des centaines de milliards, mais les usages sont déjà là. Donc la question de savoir est-ce que les usages vont se développer suffisamment pour justifier les valorisations qui sont déjà là ou pas. Bon, la question est ouverte. Mais par exemple, quand tu vois, à un moment de la bulle Internet, les opérateurs télécoms payaient leurs clients pour qu'ils utilisent leur réseau. Et là, tu as Nvidia qui paye OpenAI pour qu'il achète des puces Nvidia pour faire de l'IA. Donc, il y a des choses qui sont un peu consanguines comme ça, qui sont pas très saines. Mais, bon, globalement, il y a un parfum de bulle, mais je pense qu'il n'y a pas le même décalage entre les usages et les vraies solutions pour les clients. Parce qu'à l'époque de l'Internet, il n'y avait pas... on se disait, c'était vraiment le tout début d'Amazon. Les gens disaient oui, peut-être l'Internet pour faire. En 2002, il y avait encore des débats. Est-ce qu'on fera du commerce électronique On n'achètera jamais des paires de chaussures sur Internet. C'est pas possible. Ça paraissait complètement dingue. Et bon, finalement, ça a mis une bonne dizaine d'années. Et là, je pense pas qu'il y ait ce décalage-là sur l'IA. Et donc, tu as eu un nouveau signal après plusieurs années de loyaux services chez Microsoft, d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Tu as été chassé et donc, nouveau poste pour une nouvelle boîte, un nouveau défi. Je te laisse en parler. Oui, alors là c'est un autre signal, mais qui est peut-être plutôt un signal intérieur que j'ai écouté. Et parce qu'en fait, j'étais à la tête de la filiale française depuis 4 ans, donc j'ai fait 4 ans formidables. Pour moi, le plus important, c'est l'équipe que j'ai constituée, les défis qu'on a relevés, qui n'étaient pas faciles, parce que Microsoft, justement, avec ces histoires d'open source et autres, et déjà Microsoft devenait une entreprise dont la domination était un sujet d'inquiétude légitime d'ailleurs des pouvoirs publics, et qui faisait qu'on était très challengé, il y avait des appels au boycott, etc. Et donc je me suis notamment beaucoup impliqué sur les sujets d'affaires publiques pour faire en sorte qu'on convaincre Microsoft qu'il devait pas seulement qu'il devait avoir une responsabilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire étendre, pas seulement faire du chiffre d'affaires dans un pays, mais s'intéresser à l'écosystème, redonner, donc les partenariats avec l'INRIA, avec les startups qu'ils ont développés, qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont plutôt une bonne image. Et quand on dit tech, domination, arrogant, on pense plutôt à X, à Elon Musk, à Bezos, voire à Google qu'à Microsoft, alors qu'ils sont ultra dominants. Non, je ne m'attribue pas ce succès-là, mais je constate qu'on a été vraiment à l'initiative de ces réflexions-là avec mes équipes, et c'était vraiment très intéressant.
Et donc, je faisais mon chiffre d'affaires, tout allait bien. On me proposait de repartir à l'international parce que ça faisait 4 ans que j'étais en France et j'avais au fond de moi, la volonté de voler un peu plus de mes propres ailes. Je ne me disais: «Oui, c'est sympa, tu as du succès, c'est vrai que bon, c'est quand même un job, avec un certain prestige et cetera», mais je me disais: «Mais quelle est la part qui est liée à moi Mmh. et quelle est la part qui est liée au succès et finalement à l'entreprise, où on peut finalement avancer sur son air», tu vois? Et je me suis dit, et j'avais au fond de moi, c'est de me dire: «Bah, j'aimerais bien être patron d'une boîte plutôt que juste», donc peut-être, on va dire, capitaine d'un bateau plutôt qu'officier d'un grand navire, aussi prestigieux soit-il. Deuxième chose, peut-être mon côté Gen Z, c'est que ça me démoralisait de penser que j'allais passer 30 ans dans la même boîte. Et je me suis dit: Ça «Je nous pouvais pas parle. l'imaginer». C'est un précurseur de Ah non, l'état d'âme de Gen Z. je pouvais pas. Ah non, mais ça me démoralisait. Je me suis dit: «Si je repars à l'international», j'avais 17 ans de Microsoft, je vais partir 5, 6 ans, je vais revenir, j'aurai plus de 20 ans de boîte, j'aurai pas loin de 50 balais. Je serai absolument plus bankable, sur le marché français, j'aurais perdu mes contacts et tout. Et donc je me suis dit: «Si je bouge pas maintenant, je bougerai plus». Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris la décision de quitter et qui a été très mal comprise, à part par mes proches, qui soutenaient ce projet qui était pas facile. Donc je pense que j'ai pris la bonne décision de partir, mais j'ai fait un mauvais choix, probablement lié au fait, justement, ce que j'explique dans mon livre, c'est que quand on est dans le côté policé du monde corporate, on est souvent un peu naïf par rapport au monde extérieur. Et j'ai pas forcément fait une bonne analyse de la situation. Ça aurait pu se passer très, très bien mais sauf que, il y a eu un signe noir en l'occurrence, c'est pas un signal, mais c'est que donc j'ai repris la direction générale du groupe Altran, qui sortait de problèmes, comment dire? D'affres judiciaires qui avaient amené, des mises en examen des dirigeants qui avaient été virés, et le fondateur, Alexis Kniazev, lui, était resté et il était président du conseil de surveillance et il avait créé un directoire. Il cherchait un patron du directoire pour faire une transition en douceur. Je m'entendais très bien avec lui, j'avais c'était un business différent parce qu'il y avait beaucoup de consulting, c'était un business de people puisqu'il y avait 16 000 personnes, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Boîte cotée, Mmh. ce qui est quand même très différent. J'avais bien mesuré que c'était différent, mais bon, j'avais pas tout analysé quand même. Et puis surtout, je pensais pouvoir m'appuyer sur, le fondateur, mais sauf que 3 semaines après mon arrivée, le juge Cauroy, qui est était un juge, je dirais de je sais pas, des affaires financières, a décidé de mettre en examen Alexis Kniazev. Il attendait qu'il y ait un DG qui arrive pour le mettre en examen et en lui interdisant tout contact avec l'entreprise. Et donc je me suis retrouvé tout seul, Piloter un bateau à la tête fantôme. d'une entreprise dont je connaissais pas forcément très bien, le business model, qui faisait 300 filiales, qu'il fallait complètement restructurer. J'avais le plan en tête. D'ailleurs, je l'ai déroulé. Il s'est au final très bien passé. Ils l'ont déroulé sans moi. On y reviendra. Mais j'ai pas mesuré forcément à quel point c'était différent de gérer une boîte cotée par rapport à être patron d'une filiale d'une boîte, d'une boîte internationale. C'est très différent. Où est-ce que tu voyais vraiment les différences? Qu'est-ce qui fait que ça a été, plus difficile pour toi, justement? Alors, bah, la première chose, c'est que je n'avais pas les compétences financières, suffisantes. Heu, quand on est et c'est une chose sur laquelle j'alerte dans mon livre. Quand vous êtes patron d'une business unit dans un grand groupe, il y a un cadre. Lorsque vous êtes patron, d'IBM en France, ou je sais pas, ou de Total aux États-Unis, on va ou au Japon, vous avez un revenu, vous avez des coûts, donc vous faites un PNL. Bon, bah, le PNL, c'est pas compliqué, hein, c'est revenu moins coût égale marge. Bon, tout le monde peut gérer ça. Mais la dimension, haut de bilan, la dimension relation actionnaire, la dimension, ingénierie financière, le cash, enfin tous ces éléments-là, on les manipule pas du tout quand on est un bon soldat d'un système. On a juste à compter les petits pois, ce qui rentre et ce qui sort. C'est facile. Là, il y a quand même tout un savoir-faire. Moi, j'avais un diplôme d'ingénieur, j'ai pas fait de MBA, et donc j'avais probablement sous-estimé, fortement ces compétences-là. Première chose. La deuxième, bah, une entreprise cotée, ça impose, une communication trimestrielle. Donc il faut être extrêmement fin dans la communication qu'on a au marché, surtout quand on est dans une boîte qui est très chahutée en bourse.
Il y a des voilà, à la fois vous voulez transformer la boîte, mais si vous prononcez le mot transition ou transformation, le cours perd 30 Tout le monde a peur. Parce que la courbe en J qu'on fait en private equity, sans problème, dans les boîtes cotées, c'est très compliqué au trimestre. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez aujourd'hui des boîtes cotées qui sont sorties de la cote. La dernière, Electronic Arts, 40 milliards par des fonds, tout simplement parce qu'il y a de la transformation à faire et il faut la faire tranquillement, dans son coin avant éventuellement de la rendre publique à nouveau. Et donc tout ça, mais j'ignorais complètement ce monde-là. Donc bon, je me suis bien débrouillé quand même. J'ai fait mes réunions d'actionnaires, et cetera. Je me suis fait entourer un petit peu. Mais bon, j'avais pas forcément des compétences financières. J'avais probablement mal perçu, également les baronnies qu'il pouvait y avoir dans un business de people et on le sait très bien et donc c'était, aussi pas forcément facile à gérer et puis surtout, bah, voilà, j'ai eu un coup de Trafalgar parce qu'ils ont nommé à la place du fondateur, quelqu'un qui est arrivé avec la volonté de prendre ma place et donc c'est sûr que quand on se trouve avec un président du conseil de surveillance qui veut, vous dégager et que vous êtes déjà avec énormément de problèmes à gérer, moi j'ai fait un très bon job de COO. Ok. Mais Mais peut-être j'ai pas, pas de fait de CEO. CEO. J'ai Parce pas qu'il y a géré le aussi- board. C'est ça, il y a un jeu. Le un board, à gérer, je laissais le dire. président du conseil s'en occuper, mais sauf qu'il a changé les gens, puis finalement, je me suis retrouvé avec un board qui n'était pas celui qui m'avait recruté. Donc bon, ça et finalement, et moi je raconte ça dans le livre, mais bon, il y a eu un coup de Trafalgar qui fait que, bah, finalement, 18 mois après être arrivé, je suis sorti du jour au lendemain. Alors là, c'est une sacrée expérience parce que Pour le moi, bon élève, en plus. voilà, je bossais, comme je le dis dans le livre, j'étais un plutôt bon élève, j'avais monté tous les barreaux de l'échelle et boum, je tombe de l'échelle. Le signal est brutal, là. Oui, le signal est brutal. Celui-là, il est clair. Mais après 20 ans d'avoir bossé, beaucoup, des journées très intenses où finalement, moi, quand j'étais chez Microsoft ou même chez Altran, je démarrais l'année, il y avait 60% de l'agenda qui était plein entre les conseils, les réunions, les off-site, les trucs. Bon. Et finalement, on se retrouve vide et avec une vraie question qui a été pour moi difficile. Alors, encore une fois, je ne fais pas du tout pleurer dans les chaumières. J'avais la chance d'être parti dans des conditions et d'avoir une aisance financière qui fait que j'avais pas de pression de me dire: «Faut absolument que je retrouve un job tout de suite». Si ça avait été le cas, j'aurais probablement fait différemment. Mais en fait, c'était pratiquement plus exigeant parce que j'avais à répondre à une question qui était: «Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est Et mon t'avais pas de désir?» contraintes particulières qui te Oui, mais poussaient à j'avais une bosser. exigence. C'est ça. Donc, Une tu te exigence bloquais. qui est de me dire, «Ah mais qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Et je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question. Parce que comme, le dit Oscar, j'étais un bon élève, donc j'avais, eu des bonnes notes à l'école pour faire plaisir à ma maman, j'avais fait les classes prépa, j'étais rentré les grandes boîtes, c'est très bon pour les bons élèves. Ouais. Dans les grandes boîtes, on a des grades, on a des augmentations, on a des reviews, tout ça c'est cadré, puis on monte Petit à l'échelle. petit. Hein? Petit à petit. Voilà, petit à petit, on grimpe. Donc là, je me suis dit: «Bon, finalement, sur quelle échelle j'ai envie de remonter?» Alors j'avais beaucoup de contraintes puisqu'à ce moment-là, j'avais un gros échec de marquer sur le front parce qu'évidemment, le passage de Microsoft à Altran, ça avait fait la une des journaux, la chute d'Altran aussi. Et donc sur le marché français, il faut pas rêver. On a beau dire: «Oui, on apprend beaucoup dans l'échec», bon, bah, Ouais. On n'est pas aux États-Unis. Non, pas vraiment. Donc voilà et j'étais un peu sonné et donc j'ai fait plein d'erreurs, que je suggère de ne pas faire dans ce genre de situation. La première, je pense, c'est qu'il faut se poser. Il faut réfléchir justement, et je l'ai pas fait. Je l'ai fait, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Faut réfléchir à c'est quoi mon désir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et surtout si on a un peu de temps. C'est un luxe. C'est une exigence aussi, mais c'est un luxe. Mais se dire: «C'est quoi mon ikigai?» Donc l'ikigai, c'est cet ajustement, l'alignement entre ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis doué, ce que je peux monétiser et ce qui a un impact positif sur le monde. Et ce qui est au centre de tout ça, c'est mon ikigai. Ça ne veut pas dire que c'est le job que je vais faire demain, mais ça peut me servir d'étoile polaire dans les choix de carrière que je ferai. Donc ça, je ne l'ai pas fait, donc je me suis un peu agité. J'ai notamment fait une grosse erreur qui est de cramer son réseau. C'est-à-dire que il y avait plein de gens, j'avais quand même un bon réseau. Et donc je me dis, il faut que je remonte sur. Il y a toujours des gens de bons conseils qui vous disent: «Ah, remonte sur ton cheval tout de suite», comme quand on est tombé de cheval. Bah non, je veux dire, faut décider sur quel cheval je veux remonter. Et donc je me suis un peu, agité et j'ai contacté des gens qui auraient qui pouvaient m'aider. Mais sauf que j'allais les voir sans demande, sans demande. En disant, par exemple: «Vous connaissez tel patron de grande boîte ou de fonds d'investissement?» Bah,
il faut venir le voir non pas pour lui raconter vos malheurs, vous victimiser, mais il faut venir le voir avec une demande précise. Ouais. Parce qu'il va certainement essayer de vous rendre service. Est-ce que tu pourrais m'aider à me présenter un tel? Tiens, j'ai fait tel pitch pour mon prochain projet. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, voilà, c'est pas forcément un job à demander, mais tout de suite se mettre dans une dynamique, non pas de victimisation ou d'état d'âme, hein, etc. Mais c'est humain, hein, quand on est un peu sonné, on cherche les points d'appui. Donc ça, c'est un conseil important lorsque quelque chose comme ça arrive, c'est vraiment de prendre ce temps de réflexion et surtout d'avoir cultivé son réseau en amont et de bien l'utiliser à bon escient. Voilà. Ce que j'ai pas forcément fait et j'ai mis 2 ans, pratiquement, y compris une petite aventure politique, puisque j'ai aidé Jean-Christophe Fromentin à gagner la mairie de Neuilly en dirigeant sa campagne, qui m'a permis d'ailleurs d'écarter rapidement la politique comme une voie possible, mais j'en parle un peu aussi dans le livre. Et puis, j'ai fait travailler un peu avec Venture Capital, j'ai fait des choses à droite à gauche, et jusqu'à en fait travailler avec une coach qui m'a fait déterminer que ce qu'il fallait que mon truc, ce serait de reprendre une PME. Finalement, on revenait sur cette idée de bateau plus petit à gérer. Et par hasard, j'ai été mis en contact avec Joseph Haddad, qui dirigeait une boîte qui s'appelle NetGem, qui fait des solutions de télévision, donc des box pour les opérateurs télécoms, qui avait un client en France. Lui, il avait racheté une autre entreprise dans le domaine de la VOD qui naissait à l'époque. Et il voulait s'occuper de ça. Et donc, il cherchait un directeur général pour sa boîte avec vocation de l'internationaliser, puisque c'était là, il y avait un bon alignement de planète. Toujours le timing joue beaucoup. C'était le début de la fusion d'internet et de la télévision en 2008. C'est-à-dire qu'il y avait l'internet, il y avait la télé broadcast, TNT qu'on connaît et puis c'était 2 mondes qui évoluaient, séparément. Et donc là, l'idée, c'était de dire: «Voilà, on va pouvoir faire du replay, avoir des téléviseurs connectés, les box vont pouvoir, en fait mixer, du YouTube sur la télé». Enfin, c'était le début de ces réflexions-là, ça paraissait formidable et donc ils avaient développé une super technologie logiciel. Donc ils vendaient du hardware, bien sûr, mais c'était le logiciel qui avait de la valeur et c'est une boîte qui fait une centaine de personnes, 80 millions de chiffre d'affaires et on s'est dé et donc je les ai aidés à se transformer et à devenir un acteur plus international et on a signé des contrats au Mexique, en Suède, et également, en Australie, un énorme contrat avec Telstra qui est l'équivalent d'Orange là-bas, qui est l'opérateur Telecom Australia, Telstra et c'est vraiment l'opérateur majeur et on a équipé 10 des foyers australiens, 700 000 foyers avec nos technos. Donc j'ai signé un énorme contrat, pour la boîte là-bas, recruté une équipe sur place et me suis réinstallé à Singapour en 2013 parce que finalement avec ma femme, on avait une petite envie d'y retourner parce que finalement, on avait beaucoup aimé Singapour, mais on m'avait rappelé en France finalement assez rapidement, on n'avait pas trop profité et c'était une bonne façon de joindre un projet de vie avec, ce que j'avais aussi là en tête de quitter NetGem après, mais de faire une transition en douceur et donc j'ai fait une nouvelle expatriation, mais très différente puisqu'elle était vraiment voulue. L'autre avait été voulue aussi, mais enfin elle était, aussi déterminée par l'entreprise. Il fallait que je me mette en Asie, j'aurais pu aller à Hong Kong, à Singapour, à Kuala Lumpur, voire même à Sydney et en fait, j'ai décidé de me mettre, enfin non, pas à mi-chemin. Non, mais je me suis mis à mi-chemin parce que j'avais quand même aussi tout le reste à gérer, au moins pendant 2 3 ans et puis après je suis sorti en douceur jusqu'à, décider, il y a 6 ans de sortir de 6 7 ans, de sortir de l'opérationnel et de me mettre plus dans un rôle d'investisseur et de conseil. Advisor, justement, ouais, je voulais faire un parallèle. Tu parlais du fait que tu étais éjecté de ton rôle de CEO. Dans beaucoup de cas, des entrepreneurs qui ont fondé, qui ont monté leur boîte, ils se retrouvent éjectés. Et justement, tu es passé plus sur ce côté investisseur, advisor. Qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu justement passer de ce côté-là? Bah, plusieurs choses. Pas plusieurs choses. La première, c'est que j'ai envie de participer à des projets entrepreneuriaux sans en avoir les contraintes opérationnelles de CEO, si tu veux. Parce que j'ai été, CEO, NetGem, c'était aussi une boîte cotée. Elle était au second marché, mais néanmoins, quand tu vends des box, c'est pas facile d'être coté en bourse parce que tu as des ups and downs de chiffre d'affaires en fonction, des stocks que l'opérateur fait, donc c'est quand même pas toujours facile. Des problèmes de supply chain parce que Énorme, ouais. fabriquer énorme. On a eu une crise, des disques. Tu découvres que la globalisation, parfois tout est fait au même endroit. Par exemple,
70% des disques durs et sont faits en Thaïlande. Et tu as une inondation et du jour au lendemain, alors, et puis comme on n'est pas une grosse boîte, si tu veux, tu fais face à des gens qui utilisent la spéculation et qui disent, il n'y en a plus, c'est 40% plus cher. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as de l'autre côté ton opérateur qui attend les box, il faut mettre des disques durs dedans et à ce moment-là, ta marge s'effondre. Donc, c'est quand même des gros moments de stress. Donc, c'est bon, j'avais fait le tour, je pense, de ça. Avec une expérience réussie, donc quelque part, j'avais évacué le problème Altran. Et donc, en montrant que j'étais capable de réussir une très belle expansion d'une entreprise cotée et de sa transformation. Et donc, je me suis dit, voilà, j'avais plus envie d'avoir cette contrainte-là. Ça me permettait aussi de pouvoir être exposé à plusieurs projets en parallèle. Ça, c'est, je pense, un élément important. La deuxième chose, c'est effectivement de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler et d'aider aussi des jeunes. Et quand j'étais à Singapour, j'ai investi dans une start-up qui s'appelait Dathena, Dathena, qui a été créée par un Français à Singapour. Et en fait, j'ai été un des tout premiers investisseurs. Ils étaient dans un espace de coworking et de co-living Le classique d'une start-up lycée. dans un grand appartement qui donnait sur la baie. Le seul avantage, c'est quand on avait le Grand Prix de F1, on était au-dessus, donc c'était sympa. On pouvait on pouvait rentabiliser en louant le balcon. Mais enfin, bon, là, il y avait plusieurs salles de bain, dont une qui servait de data center. Enfin bon, c'était assez rigolo. T'es revenu à tes sources au final. Ouais, je les ai aidés à lever des fonds. On a essayé de faire, on a fait seed, enfin pré-seed, seed. On a échoué, on a fait une série A. Et puis après, on a vendu à Proofpoint, le leader mondial de la cybersécurité aux États-Unis en janvier 2022. Donc là, il y a eu un bon timing, puis c'était juste avant la guerre en Ukraine et donc les valos étaient au maximum et on a Post-Covid. Post-Covid, on a eu énormément de chance et bon, parce que Business Angel, comme je l'explique, c'est très très risqué. La réalité, c'est que beaucoup de mes investissements, je suis scotché depuis 10 ans et je sais pas si un jour je pourrais sortir, mais celle-ci, ça a été une. C'était concluant et assez rapidement finalement. Une belle aventure en 3-4 ans, ce qui est assez exceptionnel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de pouvoir apporter une valeur ajoutée. Alors, je le fais de deux façons, à la fois avec un fonds qui s'appelle 7-2, qui est le nouveau nom d'Apax Partner, dans un rôle d'operating partner. Donc, il me sollicite pour aider des dirigeants sur certains sujets spécifiques, réorganisation de la force commerciale, développement de partenariats, des choses plutôt orientées opérations commerciales. Et puis, à titre personnel, sur quelques projets que j'ai envie d'aider, de jeunes. Et c'est pas mal parce que ça a aussi un gros intérêt c'est que je travaille au quotidien très largement avec des gens qui ont l'âge de mes enfants, voire plus, et ça me maintient à jour. Super. Justement, par rapport à ça, on a une autre question, mais c'est pas nous qui allons te la poser. C'est quelqu'un qui a entendu qu'on allait faire cette interview avec toi, et je vais juste te montrer une vidéo et tu pourras peut-être y répondre directement. Vas-y. Bonjour Christophe, c'est Camille Bombissini. On s'est rencontrés à l'époque quand j'étais manager de l'accélérateur Innovexus. Toi, tu étais mentor. Aujourd'hui, je suis directeur d'investissement chez SoWeFund. Je vois passer beaucoup d'investisseurs qui souhaitent eux aussi redonner de leur temps et accompagner des entrepreneurs dans des startups dans lesquelles ils ont investi. Donc j'avais 2 questions pour toi. La première, c'est quel est le geste que tu fais systématiquement lors du premier rendez-vous, du premier échange avec un entrepreneur que tu veux mentorer? Et la deuxième, c'est quelles sont pour toi les principales qualités que doit avoir un mentor quand il accompagne un entrepreneur dans le milieu de la tech? Merci pour ta réponse. Alors, moi, le premier geste que je fais, c'est de tutoyer et de serrer la main. Et je pense, j'essaie surtout de comprendre en quoi je peux être utile. Je crois que ce qui est extrêmement difficile et parfois et pas naturel parfois, notamment quand on vient d'un monde un peu plus corporate et qu'on n'a pas fait tout ce parcours que j'ai fait en étant moi-même dans différents rôles, start-up, mentor, etc. Mais c'est vraiment d'essayer de dire en quoi je vais pouvoir appliquer mes compétences de façon utile et réaliste pour l'entreprise. Surtout pas venir en plaquant des grands schémas qui consistent à dire chez Accenture on fait comme ça ou chez Microsoft on fait comme ça. C'est d'essayer vraiment de voir en quoi je vais pouvoir être une valeur ajoutée. Voilà. Et c'est ça qui va déterminer l'impact. Et après, effectivement, il y a plein de sujets.
une des choses qui est importante pour moi chez un fondateur ou une fondatrice, parce qu'au bout du compte, le plus important, et si j'arrive à cette réunion, c'est que j'ai probablement passé ce critère-là, mais c'est d'avoir quelqu'un qui soit à la fois obsédé par son projet, qui y croit, qui est habité par le projet, et qui est capable voilà, d'avoir de la résilience et de l'obstination par rapport à ce projet, mais également capable d'avoir un recul nécessaire pour pouvoir pivoter lorsque c'est nécessaire. Donc c'est un équilibre délicat qu'il faut trouver. Et pour moi, c'est un des critères majeurs de réussite des startups. Ce n'était pas tout à fait la réponse à la question de Non, mais Camille, très mais bien. c'est ma réponse. Est-ce que tu trouves, justement, on reste dans le sujet un peu start-up, que trop d'entrepreneurs décident de pivoter, peut-être trop tôt ou alors trop de fois? J'ai déjà vu des cas d'usage où justement une boîte n'essaie pas assez d'aller en profondeur chercher leur product market fit, et essaie de pivoter trop tôt, trop de fois justement aller perdre un peu de valeur originelle. Est-ce que tu as déjà vu des cas de ce Moi, genre j'ai été plutôt confronté à l'inverse, en fait, de personnes qui ne réalisent pas suffisamment tôt qu'il faut ajuster. Alors évidemment, c'est une ligne fine parce que est-ce que c'est un pivot ou est-ce que c'est un ajustement tactique? Mais effectivement, c'est une très bonne question et ça rejoint mon point précédent. Et je pense que ce qu'il faut, c'est avoir constamment cette agilité, mais il faut effectivement éviter le fait de ne pas se donner suffisamment de temps. Mais de ce point de vue, je pense que il est important de bien s'entourer, ce que je dis souvent, d'avoir de bons parrains autour du berceau qui vont pouvoir avoir aussi des bons contacts. Je crois une des valeurs ajoutées aussi des advisors, c'est de donner des conseils, mais aussi des bons contacts de clients potentiels qui vont être bienveillants vis-à-vis des startups. Parce que je crois qu'il y a trop de startups qui périssent par des POC qui n'en finissent jamais et qui eux-mêmes poussent l'entreprise à changer son business, à le modifier pour le bien du grand compte, alors qu'en fait, de temps en temps, plutôt que de continuer à, même si on fait un peu de revenus de service, donner un peu de revenus produits, c'est ce qui permet à l'entreprise de se valoriser, de se développer. Donc, je crois que la relation aussi, il y a une responsabilité des clients aussi, de comprendre qu'ils sont dans une relation avec des startups. Et de ce point de vue, il y a une différence que j'observe entre les clients en France, en Europe versus les clients anglo-saxons. C'est qu'il y a une prise de risque par rapport à l'innovation qui est plus forte dans le monde anglo-saxon, qu'on est capable de dire, OK, je te donne un contrat à 50 000 € d'ARR pour ton produit et délivre ce que tu peux, versus ah bah, fais-moi telle nouvelle feature, ah bah non, change ci, change ça, puis finalement la boîte devient une entreprise de service au service du grand compte et ça la tue. hyper intéressant. Est-ce que il y a un grand débat qui m'est venu en tête, et je sais qu'on en parle beaucoup entre gens de notre génération, commencer sa carrière dans une grande boîte ou commencer sa carrière dans une start-up? Et la réponse pour beaucoup est peu claire. Est-ce que tu aurais un conseil vis-à-vis de cette prise de décision? Je pense que si on n'a pas de projet extrêmement précis sur lequel on est habité, avec une idée de business model scalable, je veux dire de business model où on se dit comment je vais pouvoir faire un chiffre d'affaires. La scalabilité, pour moi, c'est le chiffre d'affaires additionnel à coût incrémental marginal. Donc, c'est une exponentialité. Si j'ai pas cette conviction-là et si j'ai pas bien mesuré tout ce que ça veut dire en termes d'impact personnel et de résilience et d'engagement, je pense qu'il est quand même pas idiot d'aller dans une grande boîte et d'acquérir un certain nombre de réflexes, parce que c'est un peu une école, donc faut percevoir ça aussi comme ça, de réflexes, d'observation du monde, d'écosystèmes avec lesquels on peut discuter, de réseaux qu'on peut se créer, et également de maturation potentielle en parallèle du projet. C'est la voie que je choisirais. Donc je dirais, si on est vraiment sûr à 100%, on a le projet, on voit la différenciation, il y a un product market fit, on a un business model qu'on arrive à commencer à articuler potentiellement et on se sent assez fort et entouré pour se lancer, je pense qu'il faut y aller. Et sinon, si on a des projets un peu vagues ou si on a juste le projet, je veux être entrepreneur, bah, prenons le temps de réfléchir.
Je vois trop de cas où on le fait un peu parce qu'on a fait un master entrepreneur et on crée une boîte. Bah oui, non, ça suffit pas. Et du coup, là, si on prend un peu de recul, là, je m'adresse à nos auditeurs qui sont surtout dans nos âges. Beaucoup de gens sont inquiets de l'évolution de l'écosystème tech en France, du fait des différentes normes qui peuvent arriver, du fait aussi souvent, il y a une incompréhension de l'impact de l'IA. Est-ce que si tu avais nos âges, là, 25 ans, que tu étais en début de carrière, tu verrais tous ces changements plus comme une opportunité, toujours dans notre écosystème français, ou alors comme un risque? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une disruption majeure, donc c'est une opportunité pour les jeunes. Ouais. Voilà, je pense que j'ai zéro doute là-dessus. Je le dis, pas parce que c'est bien de le dire, je le pense. Il y a des business qui vont être transformés. Aujourd'hui, il y a c'est un peu comme l'Internet, il y a toute une vague d'investissements massifs, mais avec des acteurs qui vont peut-être disparaître demain. Rien ne dit que les LLM ne seront pas commoditisés demain. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque même Microsoft commence à mettre de l'Anthropic et plus seulement du OpenAI, et qu'on voit que donc finalement, la valeur ajoutée va se déplacer vers les usages. Et les usages, c'est les agents. Et les agents, ils ont un potentiel disrupteur. Euh, on sort d'une décennie où on disait software is eating the world. Et maintenant, on rentre dans une décennie AI is eating software. Donc en fait, on est vraiment. Donc je pense qu'il y a des sources d'opportunités énormes, tant en termes de solutions que de marché, que de use case. Donc j'encouragerais plutôt les jeunes à se saisir de ça. Malgré le contexte politique qui Ah parfois... non, mais ça, c'est autre chose. Parce qu'après, la question que tu pourrais me dire, est-ce qu'il faut que je le fasse en France ou à l'étranger? Tu le voyais venir. Alors en Europe, Ouais, c'est ça la question. Je dirais, je pense que la question, malheureusement, se pose, même si la réalité aujourd'hui, c'est que, voilà, que se développer aux US, ça reste quand même compliqué. Il y a des enjeux de capitaux, des enjeux de connexion, de visa, de tout un tas de choses. Et l'autre élément, c'est qu'en tant que Français, j'ai envie de croire quand même qu'on va surmonter cette crise et que les entrepreneurs vont aussi nous aider. Et je pense que beaucoup du mal français viendra aussi par son réseau et l'énergie entrepreneuriale des entreprises. Et j'ai pas envie de voir la fuite des cerveaux, même si je dois dire que je peux comprendre qu'on se pose la question. Et tu penses que, enfin, est-ce que quand tu étais chez Microsoft il y a plus de 20 ans, il y avait déjà des gens qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, qui se posaient la question? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé ou alors c'est quelque chose qui s'amplifie? C'est quelque chose qui s'amplifie. D'accord. Très nettement, tu vois, il y a 2 jours, je faisais un dîner avec des jeunes d'une école de commerce et en faisant le tour de table de leurs aspirations, de ce qu'ils voulaient faire, 70% voulaient créer une entreprise. Et je me suis dit, en fait, si j'avais fait la même chose il y a 40 ans, quand je suis sorti de Télécom, c'est horrible, 40 ans, 5% auraient dit je vais créer une entreprise. Les gens, on hésitait à aller chez France Télécom qui s'appelle Orange maintenant, chez Thomson qui s'appelle Thales maintenant, chez Andersen Consulting qui s'appelle Accenture maintenant. Moi j'avais fait le choix d'aller dans quelques personnes faisaient des choix un peu différents, j'en étais, mais pas au point de créer une entreprise moi-même. il y avait moins cette. Et donc, je pense que cette aspiration à l'entrepreneuriat, elle est quand même un phénomène générationnel. On le voit D'accord. aussi d'ailleurs dans les entreprises avec le développement du freelancing, etc. C'est un phénomène de génération, je pense beaucoup. C'est un gros phénomène de génération. Je pense qu'on est aussi extrêmement exposé à ça du fait des réseaux sociaux, ce qui fait qu'aussi beaucoup se plantent. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui justement se plante, qui ne réussit pas à mener à bout son projet? Là, je lui conseillerais ce que j'ai dit précédemment, à savoir de se poser 5 minutes. Je crois que malgré tout, l'échec, les mentalités évoluent et on comprend notamment qu'on puisse avoir trébuché, même si en France, c'est plus compliqué. Et d'essayer d'analyser finalement les causes. Est-ce que c'était un problème de timing, de compétences, d'envie, avant de se réengager potentiellement dans un projet, ou de dire non, finalement, je vais prendre un SaaS soit en rejoignant une autre aventure dans une entreprise start-up, PME, avant de rebâtir le prochain projet si c'est toujours son aspiration.
mais certainement de prendre ce temps de réflexion et d'introspection. Est-ce que le projet a été fait par rapport à l'image que je voulais me donner de moi-même? Est-ce que c'est ce que j'avais vraiment envie de faire? Et je pense que cet exercice-là, c'est quelque chose aussi de plus naturel pour les jeunes générations. Tu as beaucoup parlé de résilience, c'est-à-dire d'avoir un certain recul, au final une certaine maturité. Est-ce que tu dirais que la résilience, surtout pour nous chez les jeunes, est innée ou alors tu as une vision un peu de l'école de la vie où la résilience s'apprend après s'être pris des coups? Oui, autant je pense que, tu vois, les jeunes générations aujourd'hui ont plus envie d'entreprendre. Il y a effectivement le phénomène des réseaux sociaux, Oui. il y a l'image. Il y a le Il y biais a, du survivant il y a aussi. aussi le fait d'avoir vu les parents pas forcément bien traités par les entreprises. Et donc, finalement, il y a un certain recul par rapport au discours ambiant des grandes boîtes. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup plus grande maturité par rapport au monde du travail. Par contre, je ne suis pas certain qu'il y ait la même perception par exemple, de la difficulté de ce que c'est que d'être entrepreneur et de se lancer et que la résilience, bah, finalement, oui, on s'est construit, mais aussi parce qu'on a au fond de soi une énergie intérieure qui fait qu'on ne se laisse pas abattre. Mmh. Et je vais parler d'une question plutôt européenne. Est-ce que tu crois à une Europe où les marchés sont uniformisés, ce qui permettrait à une entreprise, par exemple française, de pouvoir sans problème recruter à l'étranger, de se développer dans d'autres pays? Il y a un mouvement qui se développe aujourd'hui, le EU Inc., ce qui est un sujet assez temporel Ouais. et du moment. Ouais. Est-ce que tu as une vision là-dessus? J'en rêve. Ouais. J'ai plus qu'une vision, j'en rêve. Moi, je suis plutôt, alors c'est pas très populaire en ce moment, mais moi, je serais presque fédéraliste européen. C'est pas Pourquoi? les modes, en effet. Parce que je suis dans la tech. Et quand on me parle de souveraineté, ça me fait rigoler. La souveraineté, elle ne peut avoir de sens qu'au niveau européen. Heu, pour peser dans la compétition internationale, si on arrive je dirais, à consolider notre marché européen de 450 millions de consommateurs, c'est le marché le plus important au monde. Quand on voit le niveau de vie, le niveau d'éducation, le niveau de santé de nos 450 millions de citoyens européens, c'est un marché qui a énormément de valeur. Et donc, si on veut essayer d'être souverain, c'est à cette échelle-là qu'il faut le faire. Et le monde tel qu'il évolue, malheureusement, fait que c'est encore monté d'un cran récemment, puisqu'il ne s'agit plus maintenant d'être souverain économiquement, il faut l'être aussi militairement. Et donc, soit on répond à ça et on arrivera à exister dans le monde numérique, sinon ben, on sera dans la position de l'esclave qui doit choisir son maître, les US ou la Ou la Chine. Chine, exactement. Si tu étais à notre place, là, à 25 ans, et que tu parlais à toi, le Christophe de 25 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'abord, je conseillerais de faire cette réflexion sur quel est mon driver aujourd'hui et de me déterminer une étoile polaire vers laquelle je vais aller. Ce n'est pas forcément le job que je vais faire demain, mais en tout cas une direction. Et de réfléchir à mon employabilité, parce que c'est toujours... Il faut mieux perdre son emploi que perdre son employabilité. L'employabilité, c'est de réfléchir à vos cocktails de compétences, hard skills, soft skills, de vous connaître bien et de dire finalement ce capital, comment je le fais fructifier et comment je m'assure qu'il va rester applicable dans le monde extérieur. Et ça rejoint exactement la réflexion que j'ai eue sur parfois des très belles carrières dans un monde corporate où finalement on se retrouve en dehors et on n'est pas du tout employable parce que ces compétences-là n'ont de sens que dans la boîte dans laquelle je suis. Donc, dans les choix de carrière, dans les choix de job, dans les choix de mission, quand c'est possible, toujours réfléchir en quoi ça me fait un différentiel dans mon employabilité parce que c'est ma liberté. D'accord. Super. Magnifique. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce magnifique échange. Oscar, je vais te laisser clôturer. Oui, c'était un échange bien dense. Donc, on a parlé de signaux, des signaux faibles, de signaux forts. Je te remercie. Donc, pour vous, auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez pu capter des signaux avec nous aujourd'hui, que vous avez pu, je l'espère, apprendre de toi, Christophe, de tes différentes expériences, parce que
Mine de rien, tu as pu voir à peu près tout ce que peut offrir le monde de la tech en large en travers. Merci à vous et on se retrouvera très bientôt pour le prochain épisode. Merci. Christophe. Merci. C'est une belle expérience.